Clisson, petite municipalité au sud-est de Nantes qui... Il y a 7500 personnes. Puis, une fois par année, au mois de juin, vont recevoir 55 000 festivaliers. 55 000 personnes qui trippent sur le rock. Puis, il y a 4200 personnes de ces 7500-là qui vont être bénévoles pendant ce festival-là. Ils l'ont complètement endossé. Ça fait 8 personnes par habitant. Fait que 8 invités par habitant. Oui. Calcul. On sera 10 dans la maison où on va. Oui, ils sont bénévoles. Ils les accueillent. Il semble-t-il qu'il y a une année, il y a une édition où il y a plu toute la fin de semaine. Il y avait de la boîte partout. Et les résidents, ils étaient un petit peu effrayés de voir les rockers marcher dans la rue plein de boîtes. Des zombies plein de boîtes. C'est ça. Ils ont commencé là, à leur dire tu veux-tu une bouteille d'eau propre? Veux-tu te laver? Je peux te passer une hausse. Puis ils se sont rendus compte que les festivaliers rock, là, c'est pas des monstres. Ils sont pas là pour te sucer le sang ou pour te manger le cerveau. Et toute la population, maintenant, est très heureuse de dire maintenant, ça s'appelle Clisson Rock City. Et cette année, Mag et moi, on y va. Yes! Bienvenue aux portes de l'Hellfest. Cette année, à 5500 km de chez nous, il va y avoir 325 bands ou à peu près. Le Hellfest, c'est 6 scènes. Et dans mes recherches pour avoir des gens pour nous parler, pour embarquer dans le podcast, j'avais pensé à Alex, qu'on a vu dans notre autre épisode. Alex Martel, qui est le membre, qui est le fondateur du Rockfest. Puis je voulais lui parler de programmation musicale, ce qu'on a fait dans l'épisode précédent. Mm-hmm. Mais au moment où je veux le raconter comme faux, parce que je voyais la programmation, puis j'étais là, Deadly Apples, crime que ça me dit quelque chose, puis j'arrivais pas à le replacer, pourquoi ça me disait quelque chose. Et comme tu m'as présenté souvent des bands que je connaissais pas, je me suis dit, c'est un band que tu m'as présenté. Et, en communiquant avec Alex pour la programmation, je suis allé sur sa page Facebook et c'est marqué chanteur Deadly Apples. Je vais voir dans la programmation du Hellfest. Sacrement! On a avec nous autres quelqu'un qui est là comme artiste dans le cadre du Hellfest. C'est cool en tabarouette. Vraiment, Alex. Premièrement, merci d'être là encore pour cet épisode-là, de rester avec nous autres. Merci encore de votre accueil. C'est super apprécié. Puis en fait, de ce que je comprends, c'est que vous êtes le seul groupe québécois qui va aller à Clisson en France cette année. Ouais, c'est quand même fou. Je pense qu'il y a peut-être un drummer d'un band européen que le gars, il vient originalement du Québec, je crois. Mais c'est ça. Sinon, techniquement, on serait le seul, là, ce qui est quand même spécial, là, puisqu'on s'entend que c'est pas mal la programmation du siècle, là. Je pense qu'il n'y a aucun festival qui a jamais fait une programmation comme ça. Non, c'est out of this world, comme on dit. Évidemment, ce qui peut peut-être les avoir aidés, c'est que les éditions 2020-2021 n'ont pas eu lieu. L'édition de la première fin de semaine, c'est en fait la programmation qui devait avoir lieu en 2020. Puis, à travers ce qui s'est passé, la rumeur veut qu'un journaliste ait demandé à Metallica « Est-ce que vous seriez prêt à venir au Hellfest? » Les gars ont dit « Oui, ce serait le fun, il faudrait qu'on en parle. » Puis, ça l'aurait motivé la deuxième fin de semaine. Mais c'est parce que tu peux pas faire une fin de semaine de festival avec juste un band. Ils en ont quand même booké plusieurs autres. Vous autres, t'étais supposé d'être là en 2020 là, avec Deadly Apples, right? Ouais, dans le fond, la tournée européenne devait avoir lieu à l'été 2020. Là, ça a été reporté à 2021 à cause de la pandémie. Après ça a été reporté encore une fois à 2022, mais là, ça semble être la bonne foi finalement. Mais je l'espère parce que je me souhaite. Ouais, c'était déjà tes billets d'avion puis tout ça. Si vous avez déjà vos billets d'avion, là, on va vous le souhaiter. J'espère que toi aussi, tu as ton billet d'avion, là. On va les avoir bientôt. On est en train de finaliser l'itinéraire parce qu'on va être quand même là pour un bon 2 semaines avec les autres festivals qu'on fait là-bas.
Ah oui, à part Clisson, quel autre festival vous allez faire? On en fait plusieurs, là, vite fait comme ça, de mémoire. On fait le Rock for People en République tchèque. On fait le Resurrection Fest en Espagne. Le VOA Heavy Rock au Portugal. Copenhagen au Danemark. Fait quoi, on a fait quand même plusieurs, puis on va probablement ajouter une couple de dates, des shows en salle entre ça. Là, on est en train de finaliser ça, là, parce que bon, tu sais, on dirait que jusqu'à récemment, c'était encore incertain, on dirait, ce qui allait se passer avec les mesures puis tout ça, mais là, ça semble aller de l'avant enfin. Écoute, t'as tous les plus gros, là, il te manque juste Wacken. Ouais, ben ça, c'est un peu plus tard dans l'été, c'est au mois d'août, mais effectivement, ça serait le fun éventuellement. Là, si tu veux booker Wacken, t'es aurais tout eu, là. T'es aurais tout eu, ce serait très cool. Ouais. Moi, c'était ma première idée. De base, je devais aller à Wacken pour fêter mon 50e, mais je trouvais que le line-up cette année était ordinaire. Ouais, ben tu sais, sans enlever rien au Wacken, tu sais, j'ai l'impression que le Hellfest les a quand même éclipsés. Ils ont scoopé un peu. Dans les dernières années. Hein. Fait que finalement, on a décidé d'aller au Hellfest. Deadly Apples, ça fait déjà, ça a pris bout de temps que vous êtes ensemble, toi puis parce que vous êtes deux en fait. Moi, c'est ce que j'ai compris en faisant ma recherche. Deadly Apples, c'est deux gars, c'est toi puis François, si je me trompe pas. Antoine Lamotte. Hey, j'avais Lamotte, j'allais l'appeler François Lamotte, mais bon. Je pense un de ses frères s'appelle François Lamotte. Mais ouais, dans le fond, tu sais, je veux dire, les débuts du band, c'était carrément quand j'étais au secondaire puis tout ça, mais c'était pas avec Antoine, c'était juste avec des musiciens locaux, puis tu sais, on était juste un petit band tout croche parmi d'autres, tu sais, qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Puis, tu sais, au fil des années, je disais que ça s'est professionnalisé. Bien, surtout, en fait, quand j'ai rencontré Antoine. Puis, tu sais, on a eu d'autres personnes au fil des années avec qui on a collaboré. Tu sais, je pense Gabriel, qui a été le bassiste pendant longtemps. Dan Pelletier, qui a aidé beaucoup aussi, qui était le guitariste pendant un bout. Mais, tu sais, il y a quand même eu un roulement. Fait que, tu sais, le core, vraiment, ça a pas mal toujours été moi qui est le frontman finalement, puis Antoine qui est vraiment le compositeur principal. Là, mais vous ne serez pas juste deux sur scène quand on va aller. Parce que, non, c'est ça. On a des musiciens live dans le fond qui sont avec nous. Moi, j'ai fait la liste de mes bands, puis là, t'es tombé pas mal dans la liste des bands que je vais aller voir dimanche, le premier dimanche au Hellfest. Fait que c'est ça, vous êtes t'as des hire guns, là, c'est comme ça qu'ils les appellent. Là. Donc, c'est des chums qui font partie du band ou bien vous embauchez les gars pour la tournée puis c'est tout ça? C'est des membres qui sont là live, dans le fond. Fait que ça évolue avec le temps. Là. Okay. Mais c'est ça, le corps, c'est vraiment moi puis Antoine. Puis comme je disais, Antoine, c'est vraiment un compositeur. C'est un génie de composition. Là. Il va être content que je le dise. Puis, on le salue. Ouais, fait que c'est ça. Je pense qu'on fait une bonne équipe. Puis, Antoine est en cinéma aussi. Il est beaucoup au niveau de l'imagerie. Puis... Ouais, ben c'est lui qui a fait le clip de la chanson Further, qui est la chanson qu'on a faite avec le guitariste de Korn, Monkey, qui fait les guitares sur cette chanson-là. C'est ça, il y a un background. Il a travaillé avec Céline Dion, avec le Cirque du Soleil, etc. Fait qu'il y a quand même un gros background dans son domaine, autant que moi j'ai un background avec le milieu événementiel. Tu sais, parce que moi, je vais être honnête, Deadly Apples, je connaissais le nom, je te connaissais toi comme nom et tout, mais j'avais jamais pris le temps d'écouter. J'ai été flabbergasté, là. C'est-à-dire que, au début, je me disais, un band de l'Outaouais, là, ça risque d'être justement un petit peu punk rock et tout, puis sympathique. Écoute, c'est vraiment, je trouve, acoustiquement, le son, il est extraordinaire. Vous créez des ambiances, mais tu sais, on n'a rien à envier à Ministry ou Nine Inch Nails ou Skinny Puppy. Je trouve la qualité absolument incroyable de ce que vous faites. Bien, précisons, c'est ça, c'est que c'est dans le même genre. Là. Le son que vous préconisez, c'est un son industriel beaucoup. Comment tu décrirais? Ouais, tu sais, c'est comme. C'est clair que les bands que tu as nommées, c'est des grandes influences. Puis, tu sais, je pense. Puis c'est sûr que ça a évolué ce qu'on a fait au fil du temps, mais je crois que, tu sais, ce qu'on essaie de faire, puis le nouvel album qu'on est en train de finaliser en ce moment, on essaie peut-être de faire, je dirais, une version moderne
de ce style-là, tu sais, que je pense qu'il y a beaucoup d'éléments intéressants, mais en même temps, on veut pas juste refaire ce qui a été fait dans le passé, puis de juste répéter ça. Fait quoi, je pense que c'est vraiment... puis un côté quand même accrocheur aussi, tu sais, quand même un côté mélodique, puis tout ça. Mais le nouvel album, il est vraiment, vraiment plus heavy, je dirais. Il est plus agressif, puis ça revient un peu plus au son qu'on avait un peu plus au début du band, quand on a fait des chansons comme Self-Inflicted Depression, puis Infection. Qui, soit dit en passant, 450 tu peux redire le titre, là, je suis pas capable de le dire. Self-Inflicted Depression. Souvent, on fait juste dire SEO. Ben, voilà. 459 000 écoutes sur Spotify en date d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai vu tantôt. Puis j'ai vu, il y a une version remix du type de Ministry, le Barker. C'est Self-Inflicted Blight, je pense. Ouais, en fait, c'est que ça fait un bout. Il y avait eu un documentaire sur Ministry qui avait été fait, qui s'appelle Fix, The Ministry Movie, je pense, que ça s'appelle. Exactement. Puis c'est ça, dans le cadre de ça, Paul Barker, qui était un des 2 membres de Ministry pendant longtemps, là, il n'est plus avec la bande. Lui, dans le fond, il avait fait un remix de notre chanson Self-Inflicted Depression. Ça avait été inclus sur le soundtrack de ce film documentaire-là. Puis j'étais allé d'ailleurs à la première qu'il y avait eu à Chicago, qui avait été quand même un bel événement. Fait quoi, ça c'était quand même une belle expérience. C'est eux qui ont communiqué avec vous autres? Il t'a appelé parce qu'il l'avait entendu puis il s'est dit ça serait cool. Je me souviens plus comment ça s'était fait. C'était probablement moi qui avait rentré en contact. Puis je pense qu'au début c'était nous-mêmes qu'on avait fait un remix de Self-Inflicted Depression, mais en incluant des samples de chansons de Ministry. Je pense que c'était la chanson Psalm 69. Puis je pense que c'était comme ça que ça s'était fait. Puis là, lui avait fait sa propre version, puis ça avait fini sur le soundtrack. Moi, je veux te ramener sur un truc, c'est... Tu sais, quand j'écoutais, il y a des bouts qui sont très heavy, là, justement, un peu style Ministry. Mais il y a des bouts, il y a des portions beaucoup plus mélodiques. Puis là, je voudrais revenir au festival. Tu sais, bout bien hard dans un festival, je trouve que ça passe bien et tout. Un bout mélodique, parce que pratiquement, tu chuchotes pour créer des ambiances dans le micro. Ça fonctionne-tu en festival ou il faut que tu choisisses tes chansons en conséquence? On va s'en tenir au truc plus hard parce que c'est ça qui va passer mieux au niveau du son? Ou est-ce que musicalement, non, la qualité de son va être excellente même pour créer des ambiances un petit peu plus subtiles? Je pense que tout peut se faire, tu sais, c'est vraiment une question de choix. Puis je pense qu'on a toujours aimé ça, avoir des peaks and valleys, tu sais, dans le sens qu'il y a des bouts, tu sais, ça te rentre d'en face, après ça, d'autres bouts, c'est un peu plus soft, un peu plus planant. Puis c'est quand même particulier parce que ce qu'on fait, c'est comme si on n'a jamais fité nulle part dans un sens. Quand on fait des festivals plus métal, justement, comme on va faire le Hellfest, ou on a fait le Knotfest, qui est le festival de Slipknot. Mais on est tout le temps le band un peu plus smooth puis arty, dans le sens qu'on n'est pas un band heavy metal puis des poêles, puis ou peu importe le terme. C'est pas du headbanging tout le long? Non, c'est ça. Fait que quand on est dans ces festivals-là, on est vu un peu comme, j'imagine, le band un peu plus soft, un peu plus arty, différent. Puis quand on fait des trucs plus smooth, que c'est pas des festivals métal, des festivals plus alternatifs, mettons, mais là, on est vu comme le band heavy, le band metal, tu sais. Fait que c'est quand même intéressant parce qu'on peut jouer dans différents contextes, puis on fit pas nulle part. Fait que c'est comme ça fait en sorte qu'on peut fitter un peu partout, dans un sens, en fittant pas nulle part. Fait que, je trouve ça quand même intéressant comme dynamique, là. Mais t'as fait quand même, tu sais, j'ai été réellement surpris. T'as fait de la tournée avec Rob Zombie, t'as fait de la tournée avec, t'as pas fait, il y en a Manson, Korn, voilà, c'est Deftones, ouais. Puis, tu sais, pour ceux qui, comme toi et moi, qui se disaient, bon, c'est un band de garage, tu sais, à la limite, là, puis j'espère que ça t'offusquera pas, mais tu sais,
Je suis tellement offusqué. Tellement offusqué. C'est un band de garage, puis le gars, il s'est organisé un festival rock pour pouvoir y jouer parce que personne va le voir, là, on s'entorche, là. Mais Chris, attends un peu, là. Moi, j'ai écouté, j'ai pris le temps d'écouter maintenant, puis quand même, t'as fait de la tournée avec des gars qui, dans le style musical, c'est des gros headlines, là. C'est-tu parce que les contacts que t'as eus avec eux dans le cadre de ton travail événementiel t'as permis de faire ces tournées-là, ou bien c'est des gars qui ont fait « Hey, on a entendu ce que t'as fait, puis on aimerait ça t'ouvrir des portes. » Ben, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on a faites avant que le festival devienne gros, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, je le cacherai pas, tout est une question de contact dans l'industrie, mais il faut à la base qu'est-ce que tu fasses, c'est solide. Ouais, si on arrivait puis que c'était juste tout croche, puis que qu'on n'est pas capable de jouer, ben il y a personne qui va juste faire une faveur, puis que ça a juste l'air fou. Fait que, mais ceci étant dit, c'est la même chose pour toutes les bandes de la planète, là, comme c'est vraiment d'être à la bonne place au bon moment, avoir les bons contacts, mais évidemment à la base il faut quelque chose de solide, mais c'est sûr, ça aide d'avoir développé des amitiés puis tout ça. En fait, je prends l'exemple de Korn, mais Korn, je les connais depuis que je suis ado carrément, parce que j'ai suivi un peu partout, puis je réussissais tout le temps à me faufiler backstage. Puis j'ai fini par développer un lien d'amitié, particulièrement avec Monkey, qui est un des guitaristes. Fait qu'au fil du temps, quand là, le band est devenu un peu plus sérieux, ben là, on lui avait demandé, ça tente-tu de jouer sur notre album? Puis là, à l'époque, il avait accepté de faire ça. Après ça, quand le Rockfest est devenu plus gros, ben là, je les ai invités à venir jouer. Fait que là, c'était cool. Puis, tu sais, il a vu un peu le jeune qui a vu grandir dans ses shows, que là, c'était rendu que j'étais un promoteur, puis que c'est moi qui les faisais venir dans mon festival. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr, c'est des liens d'amitié qui ont aidé, puis que ça a pu faire en sorte que, justement, tu sais, quand on a fait des festivals avec eux, on avait fait, il y a longtemps, là, avant même que le Rockfest commence à devenir vraiment gros, on avait fait un festival, entre autres, au New Hampshire à l'époque, puis... toutes les fois qu'on jouait avec eux, ils étaient tout le temps sur le côté de la scène pour nous voir, même si on jouait tôt, peu importe. Donc, bref, ça nous a aidé évidemment pour le futur, comme quand on a fait la tournée au Japon avec Korn, que ça a été une expérience vraiment unique. Malade, là. Oui. Malade, Wow. là, avec tellement la culture est différente. Là, on est à l'autre bout du monde. Là, quand tu pars en tournée comme ça, là, t'as-tu le temps de visiter ou t'as pas le temps? Là, t'es dans une ville un soir, puis le temps qu'on packe nos affaires et qu'on se rende à l'autre spectacle, on n'a pas le temps. Là. T'as-tu visité? Ça dépend. Il y a tout le temps des journées off. C'est la deuxième fois que j'allais au Japon. Là. La première fois que j'étais allé, c'était pour justement aller à des festivals. Ça faisait partie un peu... ça fait partie du travail de promoteur d'aller dans différents événements. Il y en a un extraordinaire là-bas, dont j'oublie le nom. Ça se passe dans le bois puis dans la montagne. Là, je sais c'est pas. Un spectacle. C'est plus un festival de musique pop, par exemple. Là. OK. Mais bon, okay, moi, c'était au Notfest qu'est-ce que j'étais allé. Puis on avait joué au Warped Tour Japan qui avait fait cette année-là. Mais ouais, tout ça pour dire que oui, on avait eu peut-être 2-3 jours off, je me souviens plus de l'itinéraire exact, là, fait qu'on on est allé à Universal Studios au Japon, fait qu'on avait pu faire ça. Puis on était en pleine saison des Cherry Blossom, je sais pas c'est quoi le terme en français, là, mais c'est comme super beau. Puis des cerisiers. C'est ça le terme. Puis il a rencontré Pikachu. En personne. En personne! Imagine-toi donc. Non, mais attention. Moi, si je vais au Japon, je vais rencontrer Goldorak. La floraison des cerisiers au Japon, c'est hallucinant. Ouais, j'imagine. Vraiment, là, c'est de toute beauté. T'as des pluies de pétales. C'est comme, tu sais, il y a beaucoup de touristes qui viennent au Québec puis qui sont fascinés à l'automne par la saison des couleurs. C'est peut-être un peu l'équivalent, si on veut, au Japon. Là. Mais tu sais, tout ça pour dire que Deadly Apples a quand même une histoire, je dirais, qui est particulière. Comme je disais, ça a commencé carrément quand j'étais ado. Ça a été un peu un band tout croche pendant un bout. Après ça a pris la forme actuelle un peu avec Antoine. Quand on est devenus les deux ensemble. Puis, tu sais, ça a été comme ça pendant une couple d'années qu'on a commencé justement à faire des shows dans des plus gros festivals avec Korn puis tout ça.
Mais là, après ça, le Rockfest, c'est tellement devenu un monstre immense que je manquais juste de temps. Fait que le band a été mis en dormance pendant carrément 7 ans à ce moment-là. Que justement, tu sais, toutes mes énergies étaient sur le festival, puis j'avais juste pas de temps pour rien d'autre. Puis on a recommencé avec le band au Rockfest en 2017. Fait que ça, c'est à ce moment-là qu'on s'est réunis. Fait que c'est comme si on était un nouveau band, mais un vieux band en même temps. Mais ça a dû être fait que c'est quand même une histoire particulière. Mais c'est ça, tu sais, depuis qu'on s'est réunis, tu sais, on a plus fait de shows puis de tournées qu'on avait fait même avant, tu sais, dans la première période qu'on a existé. Cette pause-là a dû vous permettre aussi de renouveler vos inspirations et les affaires que vous aviez envie de faire. Là. Ça a dû être bénéfique. Là. Ouais, puis tu sais, je pense que différentes choses. Je pense premièrement que le style de musique qu'on faisait pendant certaines années, quand on disait, comment je pourrais dire, il y a d'autres styles de musique qui ont été un peu plus populaires ou mis de l'avant dans la musique moindrement rock, si on veut, là, au sens large. Puis ce style-là, peut-être moins, je dirais. Mais après ça, on disait que par le temps qu'on redevienne actif, puis ça, c'est comme on disait que c'est un peu revenu, puis les gens ont recommencé un peu à redécouvrir ce style-là, puis les vieux bands de l'époque, qui ont été les pionniers là-dedans, puis tout ça. Fait que on dirait qu'il y a eu une espèce de regain d'intérêt pour ce style-là. Écoute, Alex, tu parlais de tournées. Moi, j'ai déjà un petit band, Velcro Soul. On faisait des petites tournées. C'était 2-3 semaines. Faisait quelques villes, on revenait. On n'avait pas le temps de s'ennuyer. Puis, tu sais, bon, j'avais 17, 18, 19 ans. Fait que on découvrait la vie aussi en même temps. Là. Puis les bars de danseuses du fin fond de l'Ontario. Écoute, tu sais, t'as de la bière gratis, mais tu peux pas rentrer dans le bar. Tu sais, en tout cas, c'était spécial, mon statut à l'époque. Quand tu fais plusieurs tournées avec différents bands, puis que ça dure plus que 3, 4, 5 semaines, ou 2 mois, 3 mois, on s'écarte-tu à un moment donné? Y a-tu un bout parce que ça devient répétitif? Puis, tu sais, Frank Zappa avait son film, là, 200 Motels, là, 200 motels. Il parlait de sa tournée, puis la perte de sens dans la répétition constante, jour après jour. On est-tu là-dedans ou non, on découvre toujours, puis c'est intéressant? Ben, tu sais, on s'est pas rendu, je pense, à ce stade-là. À 200 motels. Non, c'est ça, tu sais, je pense... c'est sûr qu'il y a des bands qui font énormément plus de tournées que ce que nous autres on a fait. Mais c'est sûr que quand ça fait 2-3 mois que c'est les mêmes 8 gars ou 9 gars qui sont dans un petit tour bus tout jammés ensemble, mais c'est sûr que des fois il finit par avoir des tensions puis le monde a besoin d'un break. Mais non, je pense que c'est peut-être pas fait pour tout le monde de faire ça, mais c'est clair que d'avoir l'occasion de voyager puis de découvrir des nouveaux endroits tous les soirs, je pense pas que, en tout cas, personne devrait chialer par rapport à ça, là, selon moi. Là. Puis entre jouer en salle puis jouer dans un festival, c'est quoi la grosse différence quand on fait partie d'un band? Personnellement, j'aime pas mal tous les contextes différents. Il faut dire que nos shows sont quand même très énergiques. Puis c'est des shows qui sont intenses. C'est un peu le concept aussi. Puis ça va avec le style de musique, si on veut. Fait que peu importe le contexte, on va comme s'adapter. Je dirais que le seul contexte peut-être que j'aime moins, c'est quand on a fait des shows dans des amphithéâtres, que tout est super loin, il y a juste un tout petit parterre de rien, après ça c'est des bancs à perte de vue, là, après ça il y a un autre parterre dans le fond, ça il y en a peut-être moins, il n'y en a pas vraiment au Québec, là, mais aux États-Unis il y a beaucoup d'amphithéâtres comme ça. Fait que même s'il y a 20 000 personnes, mais t'as pas l'impression qu'il y a 20 000 personnes parce qu'ils sont toutes loin, il n'y a pas beaucoup de monde debout, tu sais. Fait qu'il y a peut-être juste ce concept-là que, tu sais, on dirait que c'est plus le fun carrément faire un show dans une salle de
500 000, 2000 personnes. On a fait des salles de 2, 3, 4 000 personnes avec Korn, avec Deftones. Ça, c'est vraiment fou parce que le monde sont dans ta face, sont tous pognés en avant, puis tu sens l'énergie plus. C'est comme quand on a été voir SNFU, là. C'est pareil, là. Oui. On a été voir SNFU. Écoute, c'est un petit bar miteux ici à Ottawa, en dessous d'un bar de danseuses. Je me souviens plus comment ça s'appelle. On devait être à peu près 300. Brass Monkey, c'est ça? Non, on n'était pas au Brass. C'est pas au Brass Monkey, ça a un autre nom. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, écoute. Mais je veux juste dire, SNFU, je les ai vus au Fofone électrique à 14 ans, puis je les ai vus à Ottawa à 44 ans, fait qu'à 30 ans d'écart. Écoute, on était sur le stage. On était la 4e rangée de personnes, mais j'avais l'impression que j'étais debout avec le chanteur sur le stage, là. Puis c'est sûr et certain que quand tu es un band, on est peut-être 150 dans la place. Tu dois avoir plus de feeling que si tu es devant 55 000 personnes qui n'ont pas l'air de triper puis qui sont à l'autre bout du monde. Là. Ça, je suis certain de ça. Ben c'est sûr, je pense que c'est plus une question de configuration. Là, comme les amphithéâtres, c'est particulier, mais d'habitude, les festivals, c'est vraiment trippant. Puis nous autres, notre préférence, c'est toujours d'être sur le main stage. Même si on est le premier band qui joue à 11h le matin ou peu importe, on le sait que ça va toujours être plus fou comme expérience que d'être plus tard dans la journée sur un petit stage. C'est sûr, on peut pas toujours choisir où on est, mais je pense qu'avec le style de musique qu'on fait, puis le soundman un peu fou qu'on a, Dan, qu'on salue, que lui, il blaste ça dans le tapis tout le temps. C'est quand on est sur le main stage, qu'on a le gros pied, qu'on a l'espace pour faire le type de show qu'on veut faire. Je pense que c'est vraiment là qu'on rayonne le plus, finalement. Évidemment, première tournée en Europe, c'est excitant. De jouer devant 55 000 personnes au Hellfest, ça doit être cool. Là. Il n'y aura peut-être pas 55 000 si vous êtes les premiers de la journée, là, comme on vient de dire il y a 2 secondes. Là. Mais ça va être quelque chose de trippant pareil. Là. Non, c'est sûr. Puis, surtout après 2 ans de pandémie, à pas avoir fait vraiment de show, à part des trucs virtuels ici et là, je pense que de remonter sur une scène comme ça. C'est-tu stressant? Ça fait 2 ans? Ça va être parce que là, tu nous as dit ta liste de shows qui s'en viennent, c'est tous des gros festivals en Europe. Là. Ça va être stressant un peu. Ben, c'est sûr qu'on va être ultra préparé, rodé. Là, comme avant de partir, on fait tout le temps une pré-prod, puis on répète le show carrément. On va probablement louer une salle juste pour faire, dans le fond, justement, la pré-prod, puis c'est carrément comme si on fait le vrai show plusieurs fois en ligne. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps l'adrénaline qui embarque avant, puis c'est un espèce de feeling euphorique. Là. Ouais. Mais il faut que je me remette lentement dans ce mode-là. Je te disais que, comme beaucoup de personnes, je pense que la pandémie a ralenti les choses, puis tout le monde a été un peu chacun dans leur bulle, si on veut, chez eux, puis fait que de vraiment revoir plus des humains en personne. Ouais. On n'est plus habitué, hein? Non, c'est ça, c'est drôle, on se voit là, puis c'est... Mais écoute, Alex, merci beaucoup d'être passé, d'avoir pris autant de temps pour les 2 épisodes. Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode avant, on parle de programmation de festival, super intéressant, tout ce qu'Alex nous raconte. Puis, je t'ai jamais vu en show, mais là, j'ai crissement hâte. Puis vraiment, pas juste parce que tu es là, maintenant que je sais qu'il y a quelqu'un que je connais, c'est encore plus le fun. Puis avec ce que j'ai écouté aussi... On va faire des tatas, on va amener notre drapeau du Québec. Oui, on amène notre... Mais puis avec ce que j'ai écouté aussi. Parce que souvent, tu sais, je vais écouter des entrevues, les gens disent « Ah, je t'aime. » Puis je me dis, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Mais moi, je peux te confirmer que ce que j'ai écouté dans les derniers jours, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. J'ai vraiment aimé ça. Merci. J'ai vraiment hâte de vous voir sur scène au Hellfest. Puis en espérant que tu puisses nous amener backstage pour aller rencontrer Korn puis tout ça. Ça serait très cool. Ça serait très cool. On va se revoir à Clisson. C'est fou, là!
Alex, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Vraiment. Merci à vous autres. Super apprécié. Un plaisir. Je vous invite à aller écouter le podcast du deuxième étage. C'est les gens du 5e Baron, un microbrasseur Elmer qui nous offre l'espace, qui nous offre l'équipement, qui nous accueille. Donc, on leur dit merci. Puis, on vous invite, quand l'épisode sera fini, à aller écouter leur podcast sur le monde de la bière. Et nous, pour notre prochain épisode, normalement, on va parler avec un festivalier qui a été à 5 ou 6 reprises au Hellfest. Il a sa propre chaîne YouTube où il parle abondamment du Hellfest et où j'ai découvert personnellement des bands. J'oublie le nom du band. Il y a un band qui se costume... Galactic Empire. Galactic Empire, qui se costume en gars de la Guerre des Étoiles et il joue des tunes inspirées de la trame sonore de la Guerre des Étoiles, mais pas mal plus pesante. Moi, j'ai découvert Glory Hammer. Donc, c'est un groupe extraordinaire, ultra épique. C'est un mélange du Seigneur des Anneaux et de la Guerre des Étoiles en musique. Et des gars qui se prennent pas pantoute au sérieux, mais écoute, je pissais de rire. Donc, on va parler avec... je connais même pas son nom. Je connais... Vraiment, je ne connais pas son nom à ce podcasteur-là. J'ai communiqué avec lui sur Messenger. Donc, il sera notre prochain invité. On va apprendre son nom d'ici la prochaine fois. On va essayer. Donc, on vous invite à être de retour aux portes de l'Hellfest. Merci.